Salut les fans de géographie, bienvenue à nouveau. Vous pouvez obtenir vos produits dérivés Geography Now, comme cette tasse Geography Now ou ce t-shirt HANA aléatoire sur geographynow.com. Ce n'est pas vendre son âme si c'est votre propre marque. Cette fois, j'ai une de ces boissons vitaminées liquides dans mon verre. C'est difficile à expliquer. Ce sont ces trucs qui font des bulles. Enfin bref, ce n'est pas de la géographie. Donc, comme vous le savez, je travaille sur l'épisode du prochain pays, ce qui veut dire, vous savez que je dois vous proposer du contenu parce que c'est une chaîne YouTube, je dois y mettre des vidéos. Donc, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, vous savez, si je devais faire une vidéo de remplissage pendant que je travaille sur l'épisode principal du pays, quel sujet aimeriez-vous que j'aborde? J'ai pris quelques idées et je me suis dit que celle-ci pourrait être sympa. Les pays les plus étranges qui ont existé et dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors j'ai consulté mes archives de recherche et j'ai dressé une liste de certains vraiment intéressants que je pense que vous apprécierez de découvrir. Si vous aimez apprendre, sinon je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Mais bref, le premier, l'état libre de Bottleneck. Oui, Bottleneck. Il a existé environ 4 ans, de 1919 à 1923, après la Première Guerre mondiale. Posons le contexte. La vallée du Rhin, ce qui correspond aujourd'hui à l'Allemagne, était essentiellement divisée entre des zones contrôlées par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et leur stratégie pour y parvenir était de tracer des rayons circulaires de 19 miles de long, chacun centré sur une ville voisine. Ils ont pris Mayence et Coblence, distantes de 40 miles, mais voici le problème. Si vous avez un rayon de 19 miles, ces deux rayons ne vont pas se toucher à un moment donné. Cela a donc créé une zone non déclarée semblable à un goulot d'étranglement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un couloir très étroit de 25 km qui allait jusqu'à la rivière, et personne ne l'a déclaré. Cela signifiait que tout ce qu'il y avait entre les deux, cette zone mince et étroite en forme de goulot d'étranglement, était laissé non déclaré, incluant l'Orche, la plus grande ville et nouvelle capitale. Voici le point. L'Orche et toutes les petites villes de ce mince et étroit corridor étaient si techniquement reliées au reste de l'Allemagne par ce corridor. Le problème, c'est qu'aucune route ni voie ferrée ne traversait le corridor, seulement des forêts et des champs vides. La République de Weimar a décidé de ne pas tenter de se connecter au reste de la zone non déclarée, parce que c'était juste à côté des zones d'influence de la France et des États-Unis. Ils n'ont même pas tenté de contacter l'Orche ou les autres, ce qui les a laissés dans une zone non déclarée. Pendant la première année ou deux, les gens se disaient « Bon, je suppose qu'on est un peu comme notre propre entité ». Mais le problème, c'est qu'ils avaient du mal à faire du commerce ou des affaires légitimes parce qu'ils n'étaient considérés comme rien. Les États-Unis et la France refusaient d'option de coopérer, estimant que cela reviendrait à les reconnaître, préférant les ignorer. Pendant 4 ans, leur économie dépendait uniquement de la contrebande et du marché noir. Au final, tout s'est effondré et ça a simplement été réintégré à l'Allemagne. Après le départ des États-Unis et de la France, ils ont déclaré leur indépendance, car personne ne les voulait. Ils ont réalisé qu'ils étaient bloqués, devenant l'Allemagne. Terminé ? Ensuite, la zone internationale de Tanger intéressante. Elle a duré de 1924 à 1956 un peu, comme le Grand Gatsby nord-africain. Donc, en gros, pour résumer, c'est comme l'impasse. On vient juste de parler des choses de la Première Guerre mondiale. Oui, la Première Guerre mondiale, c'était ça. Beaucoup de choses se sont passées à cette époque. En gros, la région où se trouve actuellement le Maroc était divisée entre des statuts de protectorat français et espagnol. Cette région, bien qu'elle soit tombée sous le domaine du protectorat espagnol, se trouvait au carrefour de nombreuses influences européennes. Tout le monde en voulait une part. La France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, le Portugal, la Belgique, les États-Unis, la Suède et les Pays-Bas ont convenu de gérer ensemble l'interzone, devenue un port franc. Dès lors, elle a acquis une réputation de lieu façon Far West ou Las Vegas du début du XXe siècle. Ce qui en a fait une destination très attrayante pour des personnes comme les artistes et les créateurs de mode. Aussi pour espions, contrebandiers et délinquants, c'est devenu un point chaud pour tout et n'importe quoi. Et bien sûr, les contrebandiers l'appréciaient à cause du statut de port franc, ce qui signifiait que rien ne pouvait être considéré comme de la contrebande, et les artistes l'aimaient à cause des drogues qui étaient importées depuis les montagnes du Rift. Oui, des célébrités y organisaient de grandes fêtes avec des invités comme Ian Fleming, Orson Welles et T.S. Eliot. Personne n'avait besoin de permis de travail et il n'y avait pas vraiment de sentiment d'identité, donc personne n'était un étranger. Alors essentiellement, qu'est-ce qui a causé leur chute? Eh bien, vous savez, les habitants marocains, après l'exil de leur roi à Madagascar. Ils émeutaient, en colère contre la débauche et la profanation amenée par les Occidentaux dans leur nation islamique. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé, et finalement, avec le temps, après que le Maroc ait obtenu son indépendance, il a été réintégré au Maroc. Le suivant, et celui-ci est encore plus étrange et fou. Voici un titre, le royaume céleste de la Grande Paix Taiping. Cet état a duré 13 ans en Chine, comptant 30 millions d'habitants à son apogée, avec Tianjin, aujourd'hui Nankin pour capitale.
Sectaire, il mena la rébellion des Taiping contre la dynastie Qing. Donc oui, voilà. En résumé, un Hakka nommé Hong Xiuquan, sous-groupe des Han, a tenté de devenir fonctionnaire. Et il a échoué à son examen 3 fois. À un moment donné, il fait une dépression nerveuse, et après avoir été exposé à des brochures, il a des visions et des rêves et fonde sa propre secte. Elle a mêlé ses interprétations du christianisme protestant à la religion populaire chinoise, incluant la foi en Shangti. Il fonde sa société d'adoration de Dieu. Il affirmait être le frère cadet chinois de Jésus, envoyé pour débarrasser le monde du mal. Ou selon lui, la dynastie Qing qui opprimait la majorité Han. Gardez à l'esprit que cela se déroulait juste après la première guerre de l'opium, et la Chine était alors très tendue. Ils se disaient rois et après des affrontements avec les Qing, ils ont obtenu l'appui d'autres rebelles comme l'armée du drapeau noir, les turbans rouges et les rebelles islamiques. Ils ont finalement déclenché une véritable guerre en 1851. Plus tard, la dynastie Qing, aidée par les Français et les Britanniques, a pu écraser le mouvement. Et aujourd'hui, c'est décrit comme la plus gigantesque catastrophe provoquée par l'homme au XIXe siècle. Environ 20 à 30 millions de morts. Oui, c'était un moment historique majeur. Principauté de Trinidad, ni Trinidad et Tobago, ni l'île de Trinidad. En réalité, c'est une autre île au milieu de l'océan Atlantique, qui est aujourd'hui une base navale brésilienne dans l'état d'Espírito Santo. Mais oui, bref, elle a existé pendant 2 ans. Et voici l'histoire. En gros, c'était l'île d'un enfant gâté. Iki, né à San Francisco, a été emmené jeune en France où enfant, il était fasciné par la royauté française. Il a publié un journal très pro-royauté, Le Triboulet. Il a également publié de nombreux livres pro-royauté, porteurs de fortes valeurs royalistes. Ceci juste ici. Peu après, des sentiments anti-république française dans ses journaux lui causèrent des ennuis, notamment des duels. Il a eu des amendes et des procès. C'était un vrai bazar. Plus tard, il a divorcé de sa première femme, puis il est parti en quête spirituelle en Inde et au Tibet. En allant au Tibet, il a aperçu la petite île de Trindade dans l'Atlantique Sud. Les Portugais lui ont donné ce nom, mais ne s'y sont pas intéressés, et personne ne l'a revendiqué. Donc légalement, c'était une res nullus. Alors il a commencé à manigancer, il s'est approprié l'endroit et s'est proclamé prince dictateur militaire. Il a commencé à attirer l'attention. La plupart étaient des réactions négatives et désobligeantes, mais il adorait ça malgré tout. Il a tenté de vendre des obligations d'État pour 200 $, offrant un accès gratuit au nouveau royaume. L'essentiel de son financement venait de son beau-père industriel, qu'il critiquait sans cesse. Il a même ouvert une ambassade à New York où il vivait. Il ne vivait même pas sur l'île, il vivait à New York. Et il a vraiment fait beaucoup d'efforts pour que cela devienne une réalité. Petite anecdote. L'ambassade semble aujourd'hui être une boutique de mode, mais en regardant de plus près. Sur Google Maps, une camionnette bloque la vue de l'entrée. C'est ce qui est montré. Quelle a été la chute ? Eh bien, en 1895, les télécommunications commençaient à émerger et les Britanniques ont commencé à poser des câbles transatlantiques. Ils ont choisi cette île comme étape avant le Brésil. Et comme vous le savez, l'Empire britannique était bien plus grand et puissant qu'un seul homme qui disait posséder quelque chose. Ils sont juste intervenus et l'ont revendiqué, genre « Qu'est-ce que tu vas faire ?» John Henry a frappé. Comment il s'appelle déjà ? « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Monsieur Ike ? Je n'arrive pas à croire que c'est son nom. Ike était furieux. Il a envoyé des lettres furieuses aux Britanniques et a demandé à son beau-père de financer un plan de vengeance pour envahir l'Angleterre via l'Irlande. À ce stade, son beau-père lui disait juste de se taire. Il en avait assez de lui. En 1898, largement ridiculisé dans les médias, il s'est suicidé dans un hôtel à El Paso, Texas. Et c'était la fin de l'histoire. Sa vie s'est donc terminée comme une mise en garde. Et enfin, le dernier, la République populaire de Tanutuva. Elle a existé pendant 23 ans. Oui, c'est la région correspondant à l'actuelle République autonome de Touva en Russie. Cet endroit, centre géographique de l'Asie, appartenait autrefois à la Mongolie, puis à la dynastie Manchue-Qing. En 1911, la révolution du Qinghai et celle de Mongolie ont eu lieu. Pendant que tout cela se passait, les Russes les ont placés sous le statut de protectorat au sein de l'Empire russe, sous le nom d'Uriankai Krai. Voici le problème. L'Empire russe est tombé en 1917, seulement 3 ans plus tard. En 1921, comme personne ne les revendiquait, c'était le moment idéal pour proclamer leur indépendance. Mais l'Union des républiques socialistes soviétiques les surveillait encore de très près, et ils étaient essentiellement un État fantoche, seulement reconnu par la Russie et la Mongolie. Cela dit, pour ce que ça vaut, ils avaient leur propre monnaie, le Tuvin Aksa. Ils avaient leur propre timbre, qui utilisait le système d'écriture mongole. Donduk Kular, ancien moine lama bouddhiste, est devenu Premier ministre et a exigé que le bouddhisme soit religion d'État. Cependant, lorsque les soviétiques ont vu cette tendance théocratique,
Ils l'ont un peu perçu comme une opposition aux principes soviétiques. Cela a donc mené à un coup d'État appuyé par l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1929. Dès lors, Koulars et la moitié du Parlement ont été démis. Comme les aristocrates et dissidents politiques, les moines, monastères et symboles bouddhistes ont aussi été détruits. Et, à la place, des programmes de collectivisation ont été mis en œuvre. C'est pourquoi le système d'écriture est également passé du mongol au cyrillique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques ont préservé Touva alors que l'Empire japonais contrôlait des régions de Mandchourie. Et finalement, tout cela a mené à l'absorption de Touva par l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1944. Mais pendant une courte période, ils étaient en quelque sorte leur propre pays. Touva, pas Tuvalu, Touva. Je dois admettre qu'ils avaient un drapeau cool. Voici 5 pays étranges dont vous n'avez jamais entendu parler et qui ont existé. C'est fou, ce monde l'est déjà assez. Mais en regardant l'histoire, tu vois que la folie a toujours été là. Elle a toujours été là sous diverses formes. J'espère que vous vous êtes amusés. Santé et restez cool. Restez à l'écoute, à l'écoute.